Salam alaikum, masal khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors je suis en train de regarder sur Facebook parce qu'on est en live aussi sur Facebook via la page Maghreb TV. Vous pouvez réagir avec nous durant cette émission donc sur la page Facebook Maghreb TV ou sur ma page à moi, mon compte Oussama Ben Ali. Voilà, on est avec vous jusqu'à 18h30. J'ai deux invités de marque ce soir. Mon premier invité, c'est Rachid Ben Salah. Salam alaikum Rachid. Alaikum salam. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alhamdulillah. Alors Rachid, vous êtes président des jeunes défis à Molenbeek. Avec nous ce soir pour nous parler de la bodycam pour les agents de police. Vous êtes parti généraliser la bodycam, qu'elle soit instaurée. On va en parler dans quelques instants. À votre droite, juste à côté de vous, il y a le champion, le campion Mohamed El Markouchi. Salam alaikum Mohamed. Alaikum salam. Mohamed, comment tu vas? On va se tutoyer. Pas de on a problème. quasi le même âge, D'accord. c'est-à-dire 35 ans. 29. 28, j'ai 28. Mohamed El Markouchi, donc récemment champion d'Afrique de boxe en poids léger. Super léger. On va en parler aussi en long et en large de ton parcours, de ce fameux sacre que tu as obtenu à Marrakech le 8 février, c'est ça? Le 8 avril, pardon. Le 8 avril dernier. Rachid Ben Salah, alors la bodycam, alors c'est une caméra accrochée, c'est ça, une caméra accrochée. Oui, tout à fait. Donc un policier est muni d'une caméra qui est accrochée à proximité de son épaule pour pouvoir, entre guillemets, filmer ses interventions. Alors un test a été effectué en 2016, en fin 2016. C'était un biker, un agent en vélo qui a pu porter ce dispositif pendant un mois. Le verdict, alors... Couronné de succès. Positif. Très positif. Positif. Je ne sais pas si on peut voir quelques images. Une image de cette fameuse bodycam. Je ne sais pas si on peut la voir. Ça va, d'accord. Dans quelques instants. Alors comment vous avez lancé l'initiative? Vous voulez que soit instaurée dans toute la zone ouest et la zone de Bruxelles, un peu partout? Clairement, on ne va pas réinventer la roue. Aux États-Unis, ça fonctionne bien. En Angleterre, ça fonctionne super bien. Par conséquent, je me suis dit pourquoi pas, entre guillemets, pouvoir importer des bonnes idées. On apporte souvent des mauvaises idées. Là, sur le coup, on apporte une bonne idée. Cette caméra fera office de troisième homme. Ça permettra, d'une manière ou d'une autre, permettre une relation de confiance, parce que c'est ça que j'ai envie de pouvoir promouvoir, c'est cette confiance qui est perdue petit à petit entre les jeunes et moins jeunes et les services de police, parce que je trouvais inacceptable qu'on puisse jeter l'opprobre sur un service de police. Donc, des policiers qui font correctement leur boulot de manière avec pénibilité très souvent. Donc par conséquent, je voulais redorer entre guillemets le blason et les services de police, et surtout évidemment permettre d'une manière ou d'une autre de pouvoir aider le parquet quand il y a un jeune homme ou un moins jeune homme qui se retrouve entre guillemets dans une situation où il a prouvé qu'il a été malencontreusement malmené par un membre du service de police qui, d'une manière ou d'une autre, jette l'opprobre sur son propre service de police. Alors cette bodycam ne sera pas là, comme vous le dites, seulement pour, on va dire, déceler les bavures policières, mais aussi alors un effet, comme vous dites, de dissuasion sur les personnes, on va dire, contrôlées. Tout à fait, mais des deux parts. Hein. Je pense que c'est bénéfique pour les deux. Hein. C'est bénéfique autant pour les citoyens que pour les policiers. Je pense que les policiers en ont marre de devoir se justifier à longueur de temps et perdre du temps, clairement, à travers ça, à expliquer qu'ils n'ont rien fait. Je pense qu'il faut arrêter ça, je pense que c'est important. Et par la même occasion, permettre clairement de déceler, ça pourra aider le parquet, le cas échéant. En demandant la vidéo, ça montrera clairement si le policier a dépassé les bornes ou non, ou si le jeune a dépassé les bornes ou non. Donc je pense que c'est tout bénéfique pour les deux. C'est tout bénéfice pour les deux, je pense honnêtement. Alors il y a un test qui a été fait. Le bilan, vous nous le dites, est positif. Alors les images conservées on va dire, pourront être traitées pendant un mois. Tout à fait. C'est ça. Donc si on décèle, on va dire, on constate qu'il y a une bavure policière, comment ça se passe? Grosso modo, il y aura une transmission d'infos au niveau du parquet. S'il y a, entre guillemets, plainte du plaignant, et ça suivra son cours comme n'importe quel... comme je l'ai dit, ça fait vraiment office du troisième homme. Donc c'est comme s'il y avait une troisième personne qui était présente au moment des lieux. Comme vous l'avez dit en off, il y a souvent des personnes qui filment avec leur GSM, qui sont susceptibles de couper une partie de l'information et tronquer l'information d'une telle manière à incriminer l'un ou l'autre. L'idée, c'est justement pouvoir contrôler
par l'institution ces informations et les transmettre de manière brute au parquet qui décidera, le cas échéant, d'agir ou de ne pas agir. Alors justement, pourquoi on voit de plus en plus de jeunes, et même de moins jeunes, on va dire filmer des contrôles et les poster sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On voit pas mal de vidéos sur Facebook où ils filment des policiers. C'est dû à quoi? C'est pourquoi? C'est pour prévenir une éventuelle bavure, alors que même le policier n'a encore, on va dire, rien fait, seulement il contrôle tout simplement. Clairement, oui, tout à fait. Moi, pour ma part, je pense que ils font d'une manière ou d'une autre leur devoir de citoyen. Je veux dire, à partir du moment où ils estiment qu'il y a un dérapage et qu'ils désirent d'une manière ou d'une autre pouvoir s'emparer de l'information et des images pour pouvoir le dénoncer. On voit l'image. Voilà, tout à fait. Donc, vous le voyez clairement apposé à sa poitrine, d'une telle manière à ce que lors de ses déplacements, il puisse filmer l'intervention au complet. Donc il y aura entre guillemets plus rien de caché, que ce soit pour les services de police ou pour les citoyens en eux-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est un bon. Cette fameuse troisième personne, comme je l'appelle, permettra entre guillemets. Un peu comme une caméra de surveillance dans un lieu public. Ah oui, clairement. De toute façon, ce sera en rapport avec la loi caméra de 2007 et sera de toute manière soumis à la commission de la vie privée. Donc il y a une matière au niveau de la législation qui devra entre guillemets être travaillée d'une telle manière à ce que ce soit encadré légalement pour que ce soit recevable le cas échéant au niveau de la justice. Alors Julie Mampuy, porte-parole de la police de la zone ouest, qui a dit chez nos confrères de l'RTBF, cela a permis de constater un changement de comportement des personnes abordées envers la police munies d'une bodycam. Donc elle a constaté il y a un changement de comportement. Clairement. Je veux dire, nous-mêmes, quand on est filmé, entre guillemets, on a d'office une posture qu'on change, parce que d'une manière ou d'une autre, cette information, entre guillemets, cette transmission d'informations à travers la caméra puisse être utilisée soit contre nous, soit en notre faveur. Donc, par conséquent, autant le jeune que le policier va adopter un comportement totalement différent pour pouvoir justement veiller à faire en sorte que la procédure soit respectée. Donc, des deux côtés, encore une fois, c'est tout à fait bénéfique. Est-ce que vous pensez que ça peut apaiser les tensions? Je pense que il faut comprendre aussi qu'il y a aussi un ras-le-bol de la part des policiers qui sont systématiquement, on va dire, jugés directement, c'est-à-dire tu es policier et automatiquement tu vas faire une bavure policière. Donc ils sont systématiquement filmés avant même un contrôle de police. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de policiers qui ont un ras-le-bol justement de cette situation, de se voir sur Internet, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'avec cette méthode, avec ce processus, en tout cas cet appareil, ça peut, on va dire, calmer les tensions entre policiers et en tout cas, la population? En tous les cas, on a eu un avis favorable de Simpol, qui est le syndicat de police indépendant. Les services de police en Angleterre ou aux États-Unis sont pour. Entre guillemets, si c'est passé par là, je pense honnêtement que ça ne devrait pas avoir de grosses difficultés à pouvoir passer du côté de chez nous, dans notre petit pays. Et je pense que de toutes les manières, ça leur rapportera un gain en termes d'information. Et comme je l'ai dit, la vérité, ce ne sera pas uniquement la vérité d'X ou d'Y, mais ce sera la vérité brute. Et ça, je pense que c'est tout bénéfique aussi pour les policiers qui, d'une manière ou d'une autre, se verront attribuer ces informations de manière brute, encore une fois. Alors pour la mettre en place, vous envisagez de déposer une motion au conseil communal pour demander la généralisation de la bodycam dans la zone de police, dans la zone ouest. Et plus largement, vous voulez même que ce soit national. Oui, tout à fait. Donc la première chose, à travers le conseil communal Michael Vossart à Molenbeek-Saint-Jean, désire proposer cette motion, la déposer pour pouvoir veiller à faire en sorte de bouger les lignes. On sait très bien que c'est une compétence fédérale, mais pouvoir, entre guillemets, relayer l'information de par la bourgmestre, je trouve que ce serait pas une mauvaise chose en soi, et sachant que Molenbeek est quasi on va dire, on sait ce qui s'est passé, entre guillemets, d'où c'est parti ces malheureux événements, et je pense que même symboliquement, démarrer ce projet sur Molenbeek serait bénéfique aussi pour les Molenbeekois. Alors il y a aussi un problème budgétaire.
Tout à fait. Donc il faudra évidemment encadrer voilà, tout à fait. Il faudra encadrer ces fameux coûts pour pouvoir permettre, comme vous le savez, ça coûte un certain montant. Et donc par conséquent, il serait intéressant de pouvoir budgétiser de telle manière à ce qu'on envisage dans un futur proche pouvoir munir un maximum de policiers dans un premier temps et peut-être la totalité plus tard. Alors vous vous arrêtez pas seulement à la bodycam, vous voulez aussi instaurer des récépissés, c'est-à-dire en gros l'agent qui contrôle remet un document pendant le contrôle ou juste après le contrôle dans lequel sera indiqué, on va dire, son nom, son prénom et le motif, le ou les motifs du contrôle. Exactement, exactement. Le nom et le prénom de la personne qui est contrôlée comme le nom et le prénom du policier. Donc, encore une fois, ça va de part et d'autre. C'est précisément pour ça. Moi, je ne pas stigmatiser. Voilà, je ne veux absolument pas stigmatiser ni l'un ni l'autre. Je veux veiller à faire en sorte d'apporter des outils parce que j'estime qu'un politique doit apporter des outils, entre guillemets, apporter des idées, des outils pour pouvoir permettre justement de casser cette idée de discrimination envers l'un ou envers l'autre. Je pense que autant le policier que le citoyen en trouveront un bénéfice. Il est clair que le récépissé en Espagne a super bien fonctionné. À Madrid, ça a permis de diviser par deux, entre guillemets, le nombre de contrôles. J'ai les chiffres, malheureusement, de 2010 et de 2011, et il y a eu 20 000 contrôles en moins à Londres. Donc, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je reviens sur l'Espagne. On a envie de pouvoir, entre guillemets, l'étendre sur tout le territoire espagnol. Donc, je veux dire, si c'était, entre guillemets, pas bénéfique pour le policier, tout comme pour le citoyen, on n'envisagerait pas de pouvoir l'étendre sur tout le territoire espagnol. Bien sûr. Alors, il n'y a pas seulement la bodycam, est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, moyens qui pourront justement avoir le même effet? Je pense bien sûr à la police de proximité, par exemple. Vous savez, déjà en 2012, je l'ai mis en avant en martelant pour pouvoir veiller à faire en sorte que ce soit entendu par le monde politique. C'est de veiller à faire en sorte de pouvoir remettre des policiers, entre guillemets, dans nos quartiers, où à l'époque, je le disais à mon ami Mohamed, ici présent, qu'on connaissait, entre guillemets, l'inspecteur de quartier par son prénom. On avait un rapport privilégié avec le policier en question, de telle manière à ce que si on voyait un dysfonctionnement dans notre quartier, bien, on pouvait lui en faire part et lui veiller à faire en sorte de faire passer le message aux autorités compétentes. Et ça, pour moi, ce rapport humain... Vous créer une sorte de nouvelle cellule? Je pense pour justement prévenir ce genre de... Voilà, exactement. Je pense qu'il faut y mettre les moyens. Je pense qu'il faut y mettre les moyens. Je pense que les policiers, effectivement, en termes administratifs, sont surchargés, mais je pense qu'il peut y avoir des automatismes. Je pense qu'il y a certaines personnes, certains policiers, qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, reprendre du terrain, d'une certaine manière, pour pouvoir, justement, toucher cet aspect de proximité qui, pour moi, est fondamental. Je pense que si des informations auraient été données à des inspecteurs de quartier à l'époque, je pense qu'on aurait pu faire autrement. Mais bon, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais je pense honnêtement que si le citoyen avait un rapport de confiance une nouvelle fois avec ses inspecteurs de quartier, ça faciliterait grandement la tâche en termes de collaboration. Merci Rachid d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, à votre droite, il y a notre champion. Mohamed El Markouchi, alors champion d'Afrique de boxe des super légers le 8 avril dernier. Tu as battu le Ghanéen Chérif Kouei, voilà. C'est moi aussi, j'ai la même chose. En 12 rounds, c'est difficile, hein, en 12 rounds à Marrakech. Alors comment toi tu as vécu ce sacre, Mohamed? Ben, tout d'abord, pour moi, raconte-nous de A à Z. Comment tu as vécu ce... Non, moi, je vais tout savoir. Tu sais savoir. Et moi aussi, je veux tout savoir. C'est long. Le 8 avril. Voilà, c'était le 8 avril, donc j'étais aux États-Unis, donc au début, tu étais en négociation. Donc voilà, ça prend du temps avant de pouvoir organiser un truc, un tel événement et tout. Tout d'abord, je remercie Global Event. Tu as demandé 3 millions d'euros, c'est bon? Non, au contraire, 0 euros. Je rigole. Donc voilà, tout d'abord, c'est Global Event qui se trouve sur Casa, qui a organisé cette super belle soirée qui était une soirée style à l'américaine. Donc tout d'abord, je voulais les remercier et de m'avoir donné l'opportunité et la chance de pouvoir boxer là-bas. Donc voilà, tout d'abord, c'était une préparation donc, aux États-Unis, à Miami, là où je vivais, et où je vis toujours un petit peu. Et tu vis toujours aux États-Unis? Donc, American.
We have one American dream. Yes. American dream. American dream, American dream. Et donc voilà, j'ai eu. En fait, tout d'abord, j'avais commencé à m'entraîner avec mon petit frère. Parce que c'était pas encore sûr, c'était 50-50. Donc voilà, mon coach était un petit peu occupé, il avait pas mal de choses à faire et tout, donc il était pas mal sur voyage, il avait pas mal d'autres boxeurs à coacher et tout, donc... Quand tu dis c'était pas encore sûr... Donc c'était encore en négociation, le combat n'était pas encore fait. Ah, c'était pas encore la date, il y avait pas encore de date. Non, en fait, tout était là, la date, tout était là. Même le rival, le combattant le combattant n'était pas encore là. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il manquait un trou de... Donc toi, tu t'entraînais? Voilà, je m'entraînais, voilà, je ne sais jamais. Voilà, je ne sais jamais. Donc ce qui manquait, c'était les fonds. Donc les fonds qui a coûté quand même presque 20 000 euros. Donc pour pouvoir boxer ce jour-là. Et donc voilà, j'ai commencé à m'entraîner à mon petit frère parce que c'était pas encore sûr, c'était encore 50-50. Et puis voilà, il y a eu un Américain qui me dit, Mohamed, il me dit, écoute, il me dit, je veux pas te laisser partir comme ça. Moi, je veux bien que tu boxes pour cette ceinture. Je dis oui, ok, je dis, mais écoute, ça va coûter autant. Il me dit, t'inquiète pas. Il te l'a dit en américain? En américain. Et en espagnol. C'est un Libanais. T'as pas dit en russe? À moitié. Donc voilà, donc on est parti sur cet accord-là et voilà, donc il a fait de mon rêve donc une réalité. Donc voilà, le 8 avril, tu étais champion d'Afrique. Voilà, champion d'Afrique. De boxe anglaise. Boxe anglaise. Poids léger. Super léger. Et après cette victoire, comment on voit ici? Ça, c'est une image qu'on voit ici. C'était à l'aéroport de Zaventem, c'était le 15 avril dernier. Tu as été accueilli comme un super-héros par toute la commune de Molenbeek et tes proches. Ils sont venus t'accueillir. Comment ça se fait? Enfin, comment ça se fait? Comment tu ressens, toi, le Molenbeekois qui est en toi? Tu te sens très, très Molenbeekois, même si tu vis actuellement aux États-Unis, à Miami. Comment tu ressens le fait d'aller au Maroc, prendre un titre et le ramener devant toute ta commune comme ça à Molenbeek? Alors que ta commune même qui est au centre du monde maintenant, parce qu'elle est salie, etc. Comment ça te fait quoi? Non, c'est ce que je disais, c'est vraiment une pression en plus, parce qu'en fait, tu n'as pas qu'une pression, tu as plusieurs pressions. Quand tu boxes pour un titre, tu te dis, tu avais plusieurs choses qui se passaient en même temps. Tu avais le Maroc qui venait juste de rentrer dans l'Afrique, donc c'était un combat en plus. Être champion d'Afrique, et on est marocain, donc on vient juste de rentrer dans l'Afrique. Plus tu avais Molenbeek qui était au centre du monde. Donc voilà, donc tu avais un autre truc, voilà, il faut que je gagne pour revenir avec ce titre et se dire, voilà, je suis fier d'être belgo-marocain et de revenir avec le titre en Belgique pour la commune de Molenbeek. Et puis tu as aussi le gars qui te fait confiance de l'autre côté du monde, tu vois, qui te fait un chèque et qui te dit, voilà, j'ai confiance en toi, ramène-moi ce titre. L'Américain. L'Américain. En Américain. Voilà, donc tu avais toute cette pression-là sur toi, donc qui n'était pas facile. Puis tu avais ta belle-mère qui t'avait, avec ma femme, qui avait fait la tenue et tout. Donc voilà, qui avait aussi peur, voilà, que ça allait pas être beau, que ça allait être... Et voilà, donc il y avait vraiment une pression générale. Et toi, tu t'es dit directement, depuis le début, je dois gagner. Je fonce, voilà. Pour pas me hachem. Bah, je hachem tout le monde. Je devais, voilà, c'est ce que... Est-ce que le premier pied que tu poses sur le ring, tu t'es dit, je veux remporter cette ceinture? Est-ce que tu te dis ça? Non, tu doutes? Non, je me dis, en fait, j'ai pas le choix de gagner. Allez, je dois gagner. J'ai pas le choix de perdre. Voilà, j'ai pas le choix de perdre. T'as pas envie de donc voilà, pas perdre. Je peux pas perdre. En fait, c'était tout ou rien. Donc là, ça jouait donc à tout ou rien. Donc c'était vraiment où je gagne, où je remballe le bagage et voilà, oublie la boxe, Mohamed. Donc voilà, alhamdoulilah, donc j'ai réussi. Et voilà, donc maintenant il y a plusieurs étapes qui suivent après. Donc c'est une porte qui... Allez, c'est un bouquin qui se referme pour en ouvrir un autre, pour ouvrir un autre chapitre. Donc maintenant, il y a pas mal de choses qui se mettent en route. Et... J'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Ouais, beaucoup, franchement. Ta famille, j'imagine qu'elle a reçu cette ceinture avec beaucoup de... Toi, on t'a donné des coups de ceinture quand tu étais jeune. Là, tu ramènes... Je plaisante. Là, tu ramènes une grande ceinture. Non, ça a été un changement pour toi, pour ta famille, etc. Et même pour ta commune, Molenbeek. Tu dis que tu devais représenter Molenbeek jusqu'à la fin. Je pense que tu as très bien représenté Molenbeek. Merci. Et la Belgique entière était proche aussi, puisque le 15 avril, tu es venu avec cette ceinture à l'aéroport de Zaventem. On t'a accueilli comme on l'a vu sur les images. Tu nous as dit comment tu te prépares avant. Est-ce que tu te mets une mise au vert? Est-ce que tu as été aux États-Unis? Tu t'es entraîné aux États-Unis, au Maroc, ici en Belgique? Non, j'ai fait une préparation d'abord aux États-Unis.
Et puis, donc, dès que c'était sûr que j'allais boxer, je me suis entraîné avec celui qui a, donc l'entraîneur de Antonio Travers, celui qui est champion du monde WBC, celui qui a joué dans Rocky VI, donc son entraîneur à lui. Et il m'a préparé pendant donc le temps était vraiment très serré. Donc on avait 12 jours. Et puis dès là, tu vois que le changement de temps et s'adapter au climat et ainsi de suite, les jet lag et tout, donc revenir au Maroc. Donc je devais repartir au Maroc. J'ai contacté mon ami Hadi Meloul, qui était ici, qui s'est libéré pour moi, qui est pompier, et qui s'est libéré pour moi et tout. Et voilà, qui a fait le trajet avec moi, qui m'a préparé pendant 12 autres jours. Mais normalement, c'est 2 mois, on va dire 2 à 3 mois de préparation. Mais là, j'ai eu que 24 jours pour me préparer. Vraiment sérieusement, je veux dire. Donc voilà, le mental, il était là, tout était là. Je voulais vraiment cette ceinture, je voulais vraiment rentrer avec cette ceinture. Et je remercie Orlando et Hadi Meloul qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à sortir avec cette victoire. Alors, je ne sais pas si on peut revoir l'image où tu as été accueilli ici à Zaventem. La régie, c'est pas si on peut remettre cette image. Comment tu as vécu ce moment? Voilà, ici on voit l'image. Comment tu as vécu ce moment? Il y avait tous tes proches, on t'a accueilli avec des bouquets de fleurs et tu as ramené ta ceinture. C'était vraiment une surprise tout d'abord. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est que Ahmed El Khanous, donc du CDH de la commune de Molenbeek et chemin des sports de Molenbeek, qui a fait le déplacement, donc qui est venu m'accueillir aussi avec un bouquet de fleurs avec de la commune de Molenbeek. Et tous ces jeunes que j'ai vus là, que peut-être que je connaissais quand ils étaient beaucoup plus petits, il y en avait que je reconnaissais, il y en avait que je ne reconnaissais pas, et qu'ils étaient là, qui m'ont accueilli. El Martouchi est en train de se faire un nom. Ça, c'est un article qui est apparu chez nos confrères de la Capitale. C'est vrai, tu te fais un nom petit à petit. Voilà, c'est ce que j'attendais. Est-ce que tu imaginais en arriver là il y a quelques années, il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Pas du tout. C'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est vraiment un rêve, et c'est vraiment aussi un rêve que je veux partager avec ces jeunes, que je veux partager avec le reste du monde et le reste, je veux dire, du Maroc, pour essayer de faire monter, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, et c'est ce que malheureusement on ne voit pas, on voit que ce qu'on veut voir. Et ce qu'on veut voir, est-ce qui rapporte, surtout ce qui rapporte. Ce qui rapporte, c'est pas celui qui gagne, c'est celui qui fait, celui qui perd, et celui qui montre les mauvaises choses, les mauvaises images et les mauvais trucs. Mais ce qu'il y a, c'est que la commune de Molenbeek, elle est riche. Et ça, on veut pas admettre et on veut pas voir. On veut voir les gens qui sont stigmatisés tout le temps. Mais Molenbeek, pour moi, c'est une commune où il y a que des talents. Il y a des talents dans plusieurs domaines. Et ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, on ne va pas les chercher. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et je pense que c'est un combat qu'il faudra mener tous ensemble. Et voilà, et pour essayer de tirer ces jeunes vers le haut, pour chaque fois les rendre... Pour en fait aller qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et les mériter, qu'ils gagnent du mérite en fait de ce qu'ils font, parce que sinon, voilà, on se ferme dans une bulle et sinon ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus et on croit qu'il n'y a personne qui nous suit, mais en fait. Est-ce que tu te considères comme un exemple pour eux? Est-ce que tu as des jeunes qui viennent te voir, qui t'envoient des messages? J'imagine que oui. Je te pose la question quand même. Voilà, tu as un exemple, tu as notre fierté, tu es de Molenbeek. Je veux faire comme toi. Aide-moi, j'ai envie d'être un champion comme toi. Est-ce que tu te considères toi comme un exemple ou peut-être plus comme un grand frère pour les jeunes de Molenbeek? Je me considère plus comme un grand frère. Voilà, un grand frère qui a fait un passage et on va dire entre guillemets un petit exemple, mais je ne vais pas me dire ouais je suis l'exemple, non, parce que tout le monde a des qualités comme des défauts et comme des autres. Allez, et voilà, et donc moi je trouve que je pourrais plus conseiller, aider s'il faut aider, pour avoir le meilleur et de sortir de faire de ces jeunes des champions. Donc moi, c'est ce que je préfère être. Je préfère être en tant que grand frère. Et je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent plus tard, je vais ressembler comme... J'ai encore vu des gens qui postaient des trucs en disant en néerlandais, voilà, je vais devenir comme lui quand je vais grandir, Inch'Allah. Donc voilà, donc ça fait plaisir et tout d'être un petit exemple. Mais surtout, moi, ce que je veux montrer aux gens, c'est l'image du grand frère. C'est pour cette image-là que je me bats. Moi aussi, je vais être comme toi quand je vais grandir, mais malheureusement, je ne grandis plus. Ça fait plaisir de te recevoir parce que tu es un vrai exemple. Merci. Et on te félicite encore pour ton sacre. Voilà, champion du monde, champion d'Afrique, champion du monde. Je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Rachid Ben Salah, il vient de Molenbeek. Comme vous, comment? Je vais lui parler en anglais parce que je pense que I'm proud. Je suis fier. Vous avez aussi
on va dire, des étoiles dans les yeux quand vous voyez. Ah bah clairement. C'est cette carte-là que j'ai envie de mettre en avant. C'est cette carte-là qu'on doit mettre en avant. Je veux dire, les médias s'amusent, entre guillemets. On parle très souvent, entre guillemets, du train qui vient en retard, mais jamais du train qui vient à l'heure et qui fait correctement le boulot. Et là, c'est pas qu'une étoile. Je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres, comme il l'a dit et il l'a souligné. Et franchement, je dis bravo. Merci. Il peut être aussi bravo pour toi. Il peut être aussi en prévention contre les bavures policières. Ah ouais, clairement. Il est fort le mec, hein. Fort, attention. Je voulais partager ça avec les téléspectateurs de Maghreb TV. Oh là, la ceinture, la fameuse ceinture. La fameuse ceinture. Donc voilà, je vais la prendre. Je peux la toucher? Oui, bien sûr. Je vais la toucher parce que non, il va te la voler. Non, ne lui refile pas. Je vais voir un peu. S'il te plaît. Voilà. Et à la coupe du petit mon fils là qui me l'a fait aussi, donc. Oh, ça c'est magnifique. C'est ton fils. Comment c'est mon fils, Mohamed Haroun. Mohamed Haroun, tu es magnifique. Il a quel âge? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Mohamed Haroun, je te fais de gros bisous. C'est un magnifique cadeau que tu as fait là pour ton père. Et va accueillir avec ça. Champion d'Afrique, c'est magnifique. Tu as des enfants extraordinaires. Tu as 2 enfants, c'est ça? 2 enfants, c'est ça. C'est ça. Alors ici, c'est la fameuse ceinture. La fameuse ceinture ici, champion d'Afrique, Mohamed El Markouchi. Voilà, mon Marocain de 29 ans qui a été nous chercher cette ceinture. C'est une vraie ceinture. Et c'est pas une fausse, non? Non, c'est une vraie. Ça se voit. Voilà. En tout cas, on tient à te féliciter pour ton sacre et on te souhaite beaucoup de succès par la suite. Et justement, la suite, c'est quoi? La suite, c'est de voir un petit peu les options qu'il y a à faire au Maroc. Donc j'aimerais bien aussi avoir un titre, Inch'Allah, de me battre pour un titre mondial, pour essayer d'être l'un des premiers Marocains depuis un certain nombre de temps. Donc vraiment de ramener une ceinture officielle et une ceinture mondiale. Donc une ceinture qui est vraiment bien reconnue dans le classement mondial donc, de la boxe anglaise. Et celle-là, elle fait partie de la WBC, donc de la ceinture qui est la plus grosse ceinture que Mohamed Ali a reçue, que Matt Tyson a reçue. Donc c'est une branche de la WBC. Ah ben on te le souhaite. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Un petit cadeau, hein. Un petit cadeau. C'est beau, les amis. Pour moi, c'est gentil, c'est gentil. Donc voilà, un t-shirt de ma team, s'il te plaît. Gentil. Merci beaucoup. C'est en taille bébé? En taille médium. Américaine, c'est large. Et un petit truc des États-Unis, donc voilà, un petit gant de la salle de Mohamed Ali. Merci beaucoup. Donc la 50 Gym. C'est extraordinaire, elle est extraordinaire. Merci beaucoup, hein. Mohamed El Markouchi. Voilà, champion d'Afrique. C'est extraordinaire. Je vais le mettre quand j'irai au sport, partout. Au sport, mais à grande représentation, au spectacle aussi. Et je vais le mettre avec plaisir. Il est magnifique. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et le fameux. Ça, c'est ma taille. T'as rien ma taille? C'est les gants de boxe, c'est ma taille. Voilà, elle est comme ça. Merci Mohamed El Markouchi. Tu viens à Miami, hein. Tu pars bientôt. Comment c'est la vie à Miami? Tu vis depuis 4 ans. 4 ans, voilà. Ça va, on s'intègre tout doucement, mais voilà, il y a des hauts et des bas. Mais alhamdoulilah, ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà, maintenant on bouge un petit peu partout. Une fois qu'on devient champion, c'est un peu comme toi. Hein. Donc voilà, t'as un petit peu tourné et tout. Donc, mais c'est moi qui suis fan de toi. Non, moi aussi, t'inquiète. Mais je viendrai peut-être te voir au Maroc cette année. Avec plaisir. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Si tu as un message pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Je voulais tout d'abord remercier Maghreb TV de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Et je voulais donc dire à tous les jeunes et donc tous les jeunes du monde, donc voilà, tous ceux qui nous écoutent et tout, d'avoir toujours la tête haute et de toujours se battre. Et remercier aussi mes sponsors, donc parce que sans eux, ça ne serait pas arrivé. Je ne serais pas champion d'Afrique. Donc Miguel Mawad, Sirwan Karim, des États-Unis. Et voilà, et tous ceux-là qui ont cru en moi, donc Delis Coffee, La Fuga et Hamburger, toujours présents. Donc voilà, c'est eux que je voulais remercier et toute la team Marco. Voilà. Merci beaucoup Mohamed, merci Rachid Ben Salah d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition. Pour l'instant, moi je profite de cette ceinture parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un champion et la ceinture d'un champion avec nous. Merci à vous et ma'a salama. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.